Bonjour à tous et à toutes, je suis le voyageur des terres. Ceci est la deuxième vidéo que je réalise sur la nouvelle La peur qui rôde de Lovecraft. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir la première vidéo, sinon vous ne pourrez pas comprendre le texte qui va suivre. Je vous laisse vous installer, mon récit va commencer. Après cette épouvantable aventure, dans la maison cernée par la forêt, je restai couché quelques jours, à bout de nerfs, dans ma chambre d'hôtel, à l'Efred Corner. Je ne sais plus comment je parvins à retrouver la voiture, à la mettre en marche et à regagner la ville sans être vu. Je me rappelle seulement des arbres titanesques aux branches tourmentées, les roulements de tonnerre démoniaques, les ombres venues d'au-delà du Styx sur les monticules qui parsemaient la région. À force de réfléchir, en tremblant, à l'ombre que j'avais vue sur la cheminée et dont l'aspect défiait la raison, je compris que j'avais mis au jour une, au moins, des horreurs suprêmes de l'univers. Une de ces flétrissures sans nom, des ténèbres extérieures, dont nous entendons parfois les faibles grouillements, au bord extrême de l'espace, et contre lesquels notre vision limitée nous a miséricordieusement immunisés. L'ombre que j'avais vue, j'osais à peine l'analyser ou l'identifier. La chose s'était allongée cette nuit-là, entre la fenêtre et moi, et frémissant de terreur, je ne pouvais rejeter le désir instinctif de savoir ce que c'était. Si seulement elle avait grogné, ou aboyé, ou ri même, il me semble que cette impression de hideur insondable aurait disparu. Mais non, c'est en silence qu'elle avait posé sur moi son bras lourd, ou sa jambe. Il s'agissait évidemment de quelque chose d'organique. Jeanne Martens, dont nous avions envahi la chambre, était enterrée près de la maison. Il me fallait retrouver Bennett et Tobey, s'ils étaient encore en vie. Pourquoi l'ombre les avait-elle emportés, m'épargnant seul? Dormir est si accablant, et rêver si horrible. Au bout de quelques jours, je me rendis compte que si je ne voulais pas m'effondrer complètement, il me fallait raconter mon histoire à quelqu'un. J'avais déjà décidé de poursuivre mes recherches, car elle me semblait, dans mon innocence, que l'incertitude était pire que tout, même si la vérité était terrible. Aussi, je me résolus à ce qui me semblait la meilleure solution, choisir un confident et trouver les traces de la chose qui avait fait disparaître deux de mes compagnons, et dont j'avais vu se profiler l'ombre de cauchemar. Les gens que je connaissais le mieux à l'Effet Corner étaient des journalistes. Quelques-uns d'entre eux étaient restés pour recueillir les derniers échos de la tragédie, et c'est parmi eux que j'ai décidé de choisir un compagnon. Plus je réfléchissais, plus mes préférences m'entraînaient vers un certain Arthur Munro, brun et maigre, âgé de 35 ans environ, que son éducation, ses goûts, son intelligence et son caractère semblaient annoncer comme un homme qui ne se laisserait pas arrêter par les idées conventionnelles. Un après-midi de début septembre, je lui racontai mon histoire. Je vis tout de suite qu'il écoutait avec intérêt et sympathie. Lorsque j'eus fini, sa façon d'analyser le problème dénotait une grande acuité d'esprit et un excellent jugement. Il me donna, en outre, des conseils fort judicieux. Selon lui, il fallait suspendre les opérations à la maison Martens jusqu'à ce que nous possédions davantage de détails historiques et d'éléments géographiques. Sur son initiative, nous parcourûmes le pays à la recherche d'informations concernant la famille des Martens. Un homme nous communiqua le journal intime de son aïeul, admirablement révélateur, et nous eûmes de longs entretiens avec les rares montagnards que la terreur n'avait pas fait fuir. Nous décidâmes de faire précéder notre tâche principale, l'examen complet et définitif de la maison, à la lumière de son histoire détaillée, d'un examen également complet et définitif des lieux associés aux différentes tragédies rapportées par la légende. Les résultats de ces examens ne furent guère concluants au début. L'ensemble pourtant paraissait indiquer une tendance significative, à savoir que toutes ces horreurs avaient eu lieu en général dans des endroits relativement proches de la maison abandonnée ou reliés à elle par des parties de forêt où la végétation, trop riche, avait quelque chose de morbide. Il y avait, il est vrai, des exceptions. En fait, le massacre, qui avait attiré l'attention du monde sur la région, s'était produit dans un espace sans arbres, aussi éloigné de la maison que de la forêt. Sur l'apparence et la nature du démon, on ne pouvait rien tirer des villageois effrayés et stupides. Ils le qualifiaient à la fois de serpent, de géant, du démon de la foudre et de chauve-souris, de vautour et d'arbre en marche. Pour nous,
Nous pensions qu'il s'agissait d'un organisme vivant très sensible aux phénomènes électriques des orages. Bien que certains récits fissent allusion à des ailes, il nous semblait, en raison de son aversion pour les grands espaces vides, que la créature en question devait probablement marcher. La seule objection valable était la rapidité avec laquelle elle avait dû se déplacer pour accomplir tous les actes qui lui étaient attribués. Lorsque nous connûmes mieux les montagnards, nous les trouvâmes par beaucoup de côtés étrangement sympathiques. Ils étaient simples comme des bêtes, retournant d'ailleurs doucement à l'état animal, en raison de leur malheureuse hérédité et de leur isolement abêtissant. Malgré leur crainte des étrangers, ils s'habituèrent à nous peu à peu, et finalement nous apportèrent une aide non négligeable lorsque, au cours de nos recherches, nous entreprîmes de battre les fourrés et de démonter tous les murs intérieurs de la maison. Quand nous leur demandâmes de nous aider à trouver Bennett et Tobey, ils montrèrent un chagrin sincère. Ils voulaient bien collaborer avec nous, mais ils savaient que mes malheureux compagnons avaient, comme les leurs, quitté définitivement ce monde. Nous étions convaincus de la mort et de la disparition des hommes du village, ainsi que de l'extermination des bêtes sauvages. Nous nous préparions avec appréhension à d'autres tragédies. Au milieu d'octobre, nous fûmes étonnés d'avoir avancé si peu. Les nuits étaient claires, il ne s'était rien passé, et la vanité de nos recherches, pourtant complète, nous faisait presque considérer la peur qui rôde comme un être immatériel. Nous redoutions la venue du froid, qui nous empêcherait de poursuivre nos recherches, puisque, de l'avis général, le démon se tenait toujours tranquille en hiver. Ainsi fut-ce avec une sorte de hâte désespérée que nous nous livrâmes, pour la dernière fois, à un examen en plein jour, dans le hameau frappé par l'horreur, abandonné maintenant par les montagnards tant ils avaient peur. Le village maudit n'avait jamais eu de nom lui-même. Il s'étendait depuis longtemps dans une faille sans arbres, située entre deux sommets, appelés respectivement Cone Mountain et Maple Hill. Il était plus proche de celui-ci que de l'autre. Quelques-unes des frustres demeures étaient, en réalité, creusées sur le flanc de Maple Hill. Il se trouvait à près de 3 kilomètres au nord-ouest de la base du mont des Tempêtes et à 5 environ de la maison au milieu des chênes. Entre le hameau et la maison, il y avait bien 3 kilomètres entièrement déserts du côté du hameau. La plaine était à peu près nue, seuls s'y dressaient quelques monticules, semblables à des serpents, et la maigre végétation se composait d'herbes et de plantes desséchées. En examinant la topographie, nous avions fini par conclure que le démon avait dû venir par Cone Mountain, qui se prolongeait au sud par un bois, jusqu'à une courte distance de l'éperon ouest du mont des Tempêtes. Nous fîmes remonter la trace du soulèvement de terrain jusqu'à un éboulement venant de Maple Hill. La foudre, tombant sur un grand arbre isolé, avait dû faire sortir le monstre. En inspectant pour la 20e fois chaque centimètre du village maudit, Arthur Monroe et moi, nous étions à la fois découragés et saisis d'une vague appréhension. Il était singulier, même pour des gens habitués à l'effroi et au mystère, de se trouver devant un endroit aussi dépourvu d'indices après des événements aussi accablants. Nous marchions, sous un ciel qui devenait d'une couleur de plomb, animés de ce zèle tragique et sans but que provoque l'impression mêlée de la futilité et de la nécessité de l'action. Nous revîmes, avec tout un soin minutieux, entrant de nouveau dans toutes les chaumières, fouillant chaque trou de la montagne à la recherche de cadavres, inspectant chaque centimètre du sol épineux pour voir s'il ne recelait pas quelque faille ou quelque caverne. Mais tout cela sans résultat. Pourtant, comme je l'ai déjà dit, nous éprouvions une crainte vague, comme si de gigantesques griffons, aux ailes de chauve-souris, nous contemplaient par-delà les abîmes transcosmiques. L'après-midi s'avançait, et on y voyait de moins en moins. Le tonnerre se fit entendre tout à coup au-dessus du mont des Tempêtes. Cela nous émut naturellement, mais moins que s'il avait fait complètement nuit. En tout cas, nous espérions de toutes nos forces que l'ouvrage continuerait une fois la nuit venue, et nous abandonnâmes nos recherches pour nous diriger vers le plus proche hameau habité. Nous demanderions à un groupe de montagnards de nous accompagner. Malgré leur timidité, en effet, quelques jeunes gens étaient assez rassurés par notre autorité protectrice pour nous permettre leur concours. Nous étions à peine partis que des torrents de pluie se mirent à tomber avec une telle violence qu'il fallut bientôt chercher un abri. Le ciel était si sombre qu'on se serait cru en pleine nuit, mais guidés par les éclairs et notre connaissance intime du terrain, nous ne tardâmes pas à atteindre, en trébuchant, la cabane la moins perméable du hameau. C'était un assemblage hybride de planches et de rondins,
dont la porte et l'unique fenêtre minuscule donnaient sur Maple Hill. Nous réussîmes à barricader la porte pour nous protéger du vent et de la pluie, et à assujettir le grossier volet de bois que nos fréquentes fouilles nous avaient appris à trouver. C'était lugubre de rester dans cette obscurité, assis sur des caisses. Heureusement, nous avions nos pipes, et de temps à autre, nous éclairions la cabane avec nos lampes de poche. Par moments, nous voyions les éclairs par des fissures du mur. Le temps était si extraordinairement sombre que chaque éclair était bien visible. Cette veillée dans l'orage me rappelait les moments affreux que j'avais connus sur le mont des tempêtes. Mon esprit se mit à retourner le problème, qui ne cessait de se présenter à lui depuis cette nuit de cauchemar. Je me demandais, une fois de plus, pourquoi le démon, en approchant les trois dormeurs, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, s'était d'abord emparé des hommes qui reposaient sur les côtés, laissant celui du milieu jusqu'à la fin, au moment où la boule de feu l'avait fait fuir. Pourquoi n'avait-il pas saisi ses victimes dans la succession qui se présentait, moi-même étant le second? Quelle que fût la direction d'où il venait? Avec quels tentacules démesurés saisissait-il ses proies? Ou encore savait-il que c'était moi le chef, me réservant un destin pire que celui de mes compagnons? Perdu dans mes réflexions, j'entendis brusquement, comme pour les intensifier, le terrible bruit de la foudre qui tombait de tous côtés, immédiatement suivi de celui d'une avalanche. En même temps, le vent s'éleva. On eût dit d'abord des hurlements de loups, s'enflant peu à peu, pour se terminer en ululements. Nous eûmes la certitude que l'arbre isolé de Maple Hill avait été frappé de nouveau, et Munro se dirigea vers la petite fenêtre pour s'assurer des dégâts. Lorsqu'il ôta le volet, le vent et la pluie s'engouffrèrent dans la cabane, avec un bruit assourdissant, et je ne pus saisir ses paroles. Il se pencha au dehors, essayant de percer le mystère de la nature en délire. Peu à peu, le vent s'apaisa, et cette obscurité exceptionnelle diminua. L'orage allait finir. J'avais espéré qu'il durerait jusqu'à la nuit pour favoriser nos recherches, mais un furtif rayon de soleil apparut derrière moi, ôtant toute vraisemblance à cette idée. Je dis à Munro que nous ferions bien d'avoir un peu de lumière, même si la pluie devait reprendre. Puis je déverrouillai la porte et l'ouvris. Dehors, le sol n'était plus qu'une masse informe de boue et de flaques d'eau et de petits monticules de terre provenant du dernier éboulement. Je ne voyais pas, cependant, ce qui justifia l'intérêt de mon compagnon, toujours penché à la fenêtre et muet. Je traversai la pièce et lui touchai l'épaule, mais il ne bougea pas. Je le secouai, en manière de plaisanterie, et le fis tourner. Je sentis alors la terreur me mordre comme un cancer venu du fond des âges et des abîmes insondables de la nuit éternelle. Car Arthur Munro était mort, et dans ce qu'il restait de sa tête rongée, il n'y avait plus de visage. Voilà, ceci est la fin de la deuxième partie de la nouvelle La peur qui rôde de Lovecraft. Je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous dis à une prochaine fois pour la suite du récit.